Installation du comité du département de l'Atlantique en charge de la campagne agricole 2018-2019 dans le cadre du recensement national de l'agriculture RNA. Ce jeudi 30 août 2018, le point de la cérémonie dans cette édition. La célébration de la journée mondiale du blog, c'est ce 31 août. Outre le sens du blog, nous irons au contact des blogueurs locaux pour nous convaincre de l'importance de cet outil dans le quotidien des acteurs et citoyens ordinaires. Et puis, 300 villages sénégalais connaîtront bientôt la lumière grâce à un financement allemand. C'est l'une des annonces importantes de la conférence de presse conjointe de la chancelière allemande Angela Merkel et le président Macky Sall. Vous avez choisi Eden TV pour vous informer. Merci et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, lance à partir de la campagne agricole 2018-2019 le recensement national de l'agriculture RNA. À cet effet, les comités et bureaux départementaux chargés de la mise en œuvre et de l'exécution de ce projet phare du gouvernement sont installés. Ceux du département de l'Atlantique ont été installés ce jeudi. Laurent Tonéiques, Fiacre, Voitan. Les membres du comité départemental et du bureau départemental du recensement national de l'agriculture de l'Atlantique ont été installés ce jeudi 30 août 2018 à la préfecture d'Alada. Institué par le décret numéro 2018-013 du 12 mars 2018, le recensement national de l'agriculture est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement. En inscrivant le RNA au rang des projets prioritaires du PAG, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, vient combler un vide et l'attente des millions d'acteurs de l'économie agricole et rurale de notre pays. Je dis un vide parce que depuis son accession à la souveraineté nationale, le Bénin n'a encore jamais pu réaliser un recensement de l'agriculture dans toutes ses dimensions. Le manque et parfois l'inexistence d'informations statistiques exhaustives, fiables et actualisées sur les différents sous-secteurs agricoles, indispensables pour la planification du développement du secteur agricole, ne pourront être résorbés de façon durable que par la mise en œuvre de ce recensement national de l'agriculture et l'installation d'un système permanent de collecte des données. C'est donc un défi de taille, longtemps imaginé, mais qu'aucun gouvernement ne s'est véritablement jamais donné les moyens de réaliser, que nous nous apprêtons à relever ensemble. L'attente des agriculteurs, des éleveurs, des pisciculteurs, des pêcheurs, des organisations professionnelles agricoles, des agro-entrepreneurs et de tous les autres acteurs du secteur sera enfin comblée à travers la collecte de données structurelles qui serviront de référentiel pour mesurer de façon continue et régulière la dynamique du monde rural. Ce recensement permettra de révéler le secteur agricole au Béninois et au monde entier à travers plusieurs aspects. Pour la première phase de ce recensement, plus de 5600 agents enquêteurs, 1200 agents cartographes, 1400 contrôleurs et 27 coordonnateurs de zone seront recrutés. Et pour la seconde phase, il sera question de 400 agents enquêteurs et 300 contrôleurs. Le comité départemental de l'Atlantique RNA est présidé par le préfet Jean-Claude Claudia et le bureau départemental dirigé par Hubert Douillon, directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique. Le comité départemental du recensement national de l'agriculture est un organe consultatif du RNA ayant pour, entre autres attributions, la réalisation des actions de communication, de sensibilisation et de la mobilisation sociale pour une bonne couverture de la population cible. Quant au bureau départemental, il est l'organe technique d'exécution du RNA au niveau départemental.
Le recensement national de l'agriculture sera réalisé en 2 phases sur une période de 36 mois à partir de la campagne agricole 2018-2019. Une approche modulaire pour prendre en compte les spécificités de l'agriculture béninoise et qui tient compte des lignes directives du programme mondial du recensement de l'agriculture 2020 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Blogueurs, internautes et autres professionnels du Web 2.0 célèbrent ce 31 août la journée mondiale du blog. Cet outil de communication prend une dimension importante sur la toile au point de perturber parfois les canaux officiels d'information. Quelle place occupe le blog de nos jours? Que peut réellement un blogueur face aux médias conventionnels? La réponse à ces interrogations sont contenues dans ce magazine réalisé par Aristide Setti et Damien Pedro. Ce 31 août, le monde célèbre la journée internationale du blog. 20 ans déjà qu'il existe et fait le bonheur de la communauté du Web 2.0. Cependant, beaucoup de personnes ignorent le concept du blog, ses avantages et son fonctionnement. Cette journée est donc l'occasion pour les blogueurs de mettre en lumière ce qu'est un blog. Je dirais que c'est un site web personnel sur lequel le blogueur publie régulièrement du contenu sur une thématique précise. C'est une plateforme qui est installée sur le web. C'est un peu comme un journal intime virtuel. Donc vous avez votre page, votre mur, votre plateforme sur Internet et vous y écrivez tout ce que vous voulez. C'est vraiment nos limites, quoi. C'est vous qui choisissez de quoi est-ce que vous allez parler sur cette plateforme-là. Cet espace personnel d'expression, ouvert sur le monde entier, occupe-t-il une place importante sur le web? C'est une place importante parce que c'est un canal d'information et de communication beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant que tout ce qui se fait comme presse traditionnelle. Je dirais une place très importante. En 2011, on était encore à 150 millions de blogs qui ont été créés. Mais depuis 2012, on a dénombré qu'il y a 31 millions de blogs qui se créent chaque mois. Vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble. Si chaque mois, on a 31 millions de blogs. Et depuis 2012 à ce jour, à 2018, ça fait déjà 6 ans. Donc, il y a un fort impact que nous aurons en ce qui concerne les blogs. Une place importante, une place de choix. La preuve, vous êtes venu faire une interview dessus. Si le blog n'était pas important, vous n'allez pas me tendre votre micro. Aujourd'hui, beaucoup s'informent sur les blogs, beaucoup visitent les blogs, beaucoup font la promotion du Bénin à travers les blogs. Donc aujourd'hui, dans l'univers numérique, le blog occupe une très grande place. Phénomène de société sans précédent, le blog qui occupe une immense place sur le web semble avoir trouvé de nos jours aussi une place prépondérante dans le quotidien de ceux qui l'animent, les blogueurs. Est-ce que ça donne au Bénin? Question difficile, je ne saurais répondre parce que, à mon avis, je pense que c'est encore l'étape assez embryonnaire au Bénin. Il y a des choses qui se font petit à petit, mais espérons que ça va quand même donner au Bénin comme ailleurs, quoi. Aujourd'hui, le blog, ça présente des avantages comme des inconvénients pour les blogueurs. Vous pouvez être connu, devenir une superstar et tout. Ça peut vous nourrir. Mais là, vous en faites carrément une activité professionnelle. Si c'est de la cuisine, vous voulez parler. Si c'est du droit, vous voulez parler. Si c'est de la communication digitale, vous voulez parler. Donc, vous créez votre blog et vous prenez maintenant cette spécialité, comme je vous l'ai dit en définissant le blog. Vous prenez cette spécialité et vous travaillez sérieusement en fait, à pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et quand vous développez, par exemple, une certaine personnalité, un certain charisme dans le milieu, vous pouvez désormais proposer aux entreprises de leur faire de publicité sur votre blog et ça vous nourrit progressivement. En cas personnel, mon blog, c'est ma passion à moi. Il y a certains, c'est carrément leur vie, leur activité. Moi, j'ai une autre activité à côté. Depuis 2012, 31 millions de blogs se créent par mois dans le monde entier et diffusent des informations diverses. Et cela n'est pas sans conséquence sur la presse traditionnelle. Je suis cinéaste et les journalistes traditionnels, la radio, la télé ne parlent pas souvent du cinéma au Bénin. Et pourtant, il y a des trucs qui se font. Du coup, je me suis fâchée, je me suis dit, vu qu'ils ne veulent pas en parler, moi je vais le faire pour eux.
Donc oui, on est en concurrence et c'est peut-être trop le dire, mais je pense que le blog est en avance sur la presse traditionnelle parce que beaucoup s'informent aujourd'hui sur les blogs, sur les réseaux sociaux, etc., plutôt que d'attendre 20 heures pour suivre le grand journal. Je dirais oui et non. Je dirais d'abord non, parce que on a des zones où les gens n'ont pas forcément accès à l'Internet, parce que après tout, c'est une question d'Internet. Les gens n'ont pas forcément accès à l'Internet, donc pour suivre ce que vous faites au quotidien. Donc ça reste encore un truc de la ville où les gens se peuvent voir. Même si, c'est vrai, on est en train de délocaliser la connaissance pour que tout le monde puisse la voir. Donc dans ces milieux, dans ces localités reculées, les gens sont beaucoup plus toujours attachés à ces médias que nous avons eu toujours par le passé. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. La révolution technologique, ce n'est plus ce qu'il y avait il y a 10 ans en arrière. Ce n'est plus dans les années 90 où le blog trouvait en fait sa naissance et tout. Non. Aujourd'hui, le blog devient en fait un média social à prendre très au sérieux. Outil qui apporte une forte valeur ajoutée sur un site web, le blog est considéré aujourd'hui comme un moyen par excellence de communication, d'interactivité et donne la possibilité aux internautes de commenter les articles des blogueurs. Vous le savez déjà, il est désormais question d'augmenter les frais de communication en prélevant 5 francs sur les appels voice et 5 francs par mégaoctet sur Internet pour les téléchargements. Une information qui n'est pas du goût des populations. Un blogueur et un activiste des réseaux sociaux ont aussi réagi sur le plateau de Matin d'Éden ce jour dans le cadre de la journée mondiale du blog. On les écoute. Le gouvernement se contredit. Vous ne pouvez pas dire dans un pays, faire rêver les gens pour dire que le Bénin sera une plateforme numérique et tout sera numérique. Vous avez même créé un ministère. Vous avez dépensé des milliards pour dire que nous allons mettre toutes les villes du Bénin et on va faire la connexion Internet tout à l'heure. Lorsqu'on est dans un pays où il y a la jeunesse, il faut voir la proportion de la jeunesse. Des jeunes à qui on n'arrive pas à donner du travail. Qui au moins, parce que le ministre quand il parlait de que bon les gens vont sur les réseaux sociaux parce que pour des usages ludiques. Même si c'est ludique, que ça permet aux jeunes de s'occuper et de ne pas avoir de la rancœur, de ne pas faire cela, de se donner une autre raison de vivre. Mais c'est pour lui. Il y a de très belles choses qui se font, des gens qui sont animés d'une bonne intention, à réveiller l'attention simplement des gens, faire de la conscience citoyenne. Avec très grande désolation qu'on a appris cette nouvelle. C'est vrai, au départ, enfin, je croyais que c'était une rumeur. Après quelques heures, cela s'est avéré juste. Pourquoi tasser la consommation de données alors qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas Internet haut débit au Bénin? Ça fait mal que le gouvernement qui parle et qui fait la publicité de l'économie numérique aujourd'hui vienne à taxer l'utilisation du numérique. N'oubliez pas que dans le programme d'action du gouvernement, en son pilier 2, AS4, c'est dit que il y aura le déploiement de l'Internet à haut et très haut débit. On va créer 90 000 emplois nets et directs. Et on va généraliser l'usage du e-commerce. Maintenant, imaginez, vous taxez accès à Internet, vous taxez l'accès aux réseaux sociaux. Et vous voulez que les emplois se créent comment? Et cette décision va certainement mettre un frein au développement du blogosphère au Bénin. Vous voyez des jeunes béninois qui n'attendent rien de l'État, qui savent que l'État ne peut pas les employer et qui vivent uniquement que d'Internet. Mais ceux-là vont devenir quoi? Parce que d'abord, les consommateurs sont ceux qui vont se connecter à Internet et aux réseaux sociaux. Alors, s'il n'y a pas de consommateurs, même si l'entreprise décide de faire des prêts à la banque, etc., mais qui va consommer ces produits en ligne? Personne. On a même une compatriote qui a été au Canada juste parce qu'elle écrit elle a un blog qui parle de l'autonomisation des femmes, des violences faites aux femmes, etc., qui a été au Canada et qui a participé au G8. Nous avons connu la Glélé qui parle essentiellement du cinéma. Et à repenser aujourd'hui à ces personnes-là.
Ouverture ce jeudi 30 août 2018 des activités de la deuxième réunion des ministres du Conseil consultatif du Kadiou. C'est le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané qui a lancé les travaux qui ont eu pour cadre un hôtel de la place. C'était en présence des ministres béninois du Commerce et de l'Agriculture et ceux des pays membres du CICC et des partenaires techniques et financiers. Reportage Fréjus Serroin, Denis Marouya. Ouverture ce 30 août 2018 de la deuxième réunion des ministres du Conseil international consultatif du Kadiou, CICC. Les 28 et 29, les experts s'étaient réunis en prélude à cette rencontre qui a essentiellement pour objectif mettre à jour les documents déjà examinés lors de la première session et d'examiner les nouveaux documents d'opérationnalisation élaborés, notamment le projet de statut du personnel, le projet de manuel de procédure, les projets de fiches de poste, les projets de thèmes de référence pour le recrutement du cabinet chargé de recruter le secrétaire exécutif. Enfin, cette session devra permettre de réexaminer la question des modalités de financement du CICC. Cette réunion devrait aussi permettre aux pays participants de progresser dans le processus d'opérationnalisation du CICC, important outil de gouvernance et de développement de la filière Kadiou. Dans cette optique, le ministre de l'Agriculture du Bénin a évoqué quelques défis importants pour le CICC. Le tout premier, c'est de conforter la position de la zone qui a vu naître le Conseil international consultatif du Kadiou, de conforter sa position de premier producteur en quantité et en qualité, développer des matériels nouveaux capables de produire 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg par plan. Quant au ministre béninois du Commerce, il a présenté quelques défis à relever par le Bénin dans la filière Kadiou. Le gouvernement est conscient que les rendements actuels, environ 400 kg à l'hectare, ne peuvent permettre de rendre la filière compétitive. Mais il est possible, en regardant les efforts d'autres pays, d'atteindre les 1000 kg à l'hectare. Ensuite, la transformation est encore embryonnaire. Cette réalité n'est pas meilleure dans d'autres pays africains. Malgré ces situations de faible niveau de transformation, il convient de faire remarquer que les usines ne tournent pas en plein régime, faute d'être approvisionnées en matières premières. Pour le ministre d'État chargé du plan du développement Abdoulaye Biot Tchané, le CICC doit faire de la filière Kadiou un secteur pourvoyeur d'emplois dans ses pays membres. L'Afrique produit, on l'a rappelé tout à l'heure, 55% des noix. Elle contribue à plus de 90% à l'offre sur le marché. Mais elle ne transforme que 6% de ceux-ci, contre 120% en Amérique du Sud et 226% en Asie. Ceci est bien sûr inacceptable pour nous. Nous devons donc contraindre le cours de l'histoire pour redonner à la production, la transformation et la commercialisation du cajou une trajectoire qui rétablit notre intérêt, crée de la valeur et du travail pour nos compatriotes. Un appel à l'autonomie dans la filière Kadiou lancé aux pays membres du CICC, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Sénégal. L'affaire glyphosate et les pesticides chimiques utilisés dans l'agriculture au Bénin était au cœur d'une conférence de presse publique ce jeudi au Kodiam. C'est une rencontre organisée par le collectif Stop Pesticides au Bénin. Le collectif s'est également prononcé sur la sortie du ministre Gaston Dossoui à propos du glyphosate. Corneille Aïssé, Fiacre, Voiton. Le collectif Stop Pesticides au Bénin, en conférence publique ce jeudi à Cotonou, donne sa position sur l'utilisation massive des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse dans l'agriculture, l'alimentation et les écosystèmes. Pour ce collectif qui réunit des organisations de la société civile, des secteurs de l'environnement et de l'agriculture, la situation est alarmante au Bénin. Ces pesticides importés en grande quantité contribuent à la dégradation des écosystèmes terrestres et aquatiques et exposent la population à des ennuis de santé. Si
les performances du secteur agricole ces dernières décennies semblent assez intéressantes, l'importation et l'utilisation massive d'engrais et de pesticides chimiques de synthèse qui le caractérisent inquiètent et interpellent à juste titre scientifiques, consommateurs, organisations paysannes et organisations de la société civile des secteurs de l'environnement et de l'agriculture au Bénin. Une étude a montré que 21 résidus de pesticides organochlorés et organophosphorés ont été identifiés dans les sédiments et les espèces aquatiques prélevées tout le long du fleuve Ouémé et que plus de 40 espèces aquatiques ont disparu des eaux du fait de l'usage des pesticides chimiques de synthèse. C'est également le moment choisi par les membres de ce collectif pour apporter quelques clarifications à propos des déclarations du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoé sur le glyphosate au cœur d'une vive polémique au Bénin après la condamnation le 10 août dernier de la firme Monsanto, grande productrice de glyphosate, par un tribunal de San Francisco aux États-Unis. Au-delà de ce qui précède, il y a d'autres contre-vérités à relever dans le reste de la déclaration du ministre. Je cite, « Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au glyphosate et cela s'explique par la difficulté de la recherche au niveau mondial, etc. » Fin de citation. C'est également faux, car selon des résultats de recherche sur la préservation de la biodiversité, ce que vous appelez mauvaise herbe ici n'est pas mauvaise herbe ailleurs. Et vos mauvaises herbes d'aujourd'hui peuvent être très utiles demain. Tous les experts en conservation des ressources phytogénétiques vous le diront. Face à cette situation inquiétante, ces organisations de la société civile, en accord avec des organisations paysannes, des chercheurs, des consommateurs engagés pour la sauvegarde de l'environnement, alertent le gouvernement et l'opinion publique sur les dangers d'utilisation de ces produits au Bénin. Nous recommandons au gouvernement du Bénin de 1. Développer une politique à long terme de zéro intrant chimique de synthèse, notamment pour les zones particulièrement sensibles, telles que les zones spécifiques de préservation de la diversité, aires protégées, réserves de biosphère et les points de capture et de pompage d'eau de consommation. 2. Encourager la promotion de l'agroécologie qui, si les principes sont respectés, peut permettre de nourrir l'humanité comme l'a si bien reconnu la FAO. Ces recommandations formulées en 13 points exigent du gouvernement une politique agricole moins dépendante des engrais et des pesticides chimiques de synthèse. Destination, le Parlement béninois. La 3e session extraordinaire a abordé ce jeudi un point important, à savoir l'examen du code électoral, des arguments de part et d'autre pour aboutir à un texte de loi acceptable pour les élections à venir au Bénin. On fait le point avec Amen Didier Onkwenouji et Romaric Devoshi. Les députés, après plusieurs conciliations en commission et en réunions diverses, se sont retrouvés ce jeudi dans l'après-midi en plénière pour passer en revue l'examen du code électoral. La commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, invitée à présenter son rapport, a fait son exposé pour faire ressortir les différents points abordés en séance de commission. Ce rapport, soumis à examen, présente les grandes options prises pour modifier le code électoral de 2013. Le débat général lancé par le président de l'Assemblée nationale a permis au camp de la minorité parlementaire de dénoncer certaines dispositions qui, selon eux, sont attentatoires à la démocratie car excluent des citoyens à prendre part aux élections. Le contre-pied sera pris par la majorité parlementaire qui invitera l'opposition à se référer au code électoral élaboré et adopté en 2013. Après ce débat général, le ministre de la Justice prendra la parole pour demander aux députés de bien vouloir adopter ce code électoral. J'en tire des motifs de fierté, d'autant plus que ce débat, la richesse est faite de la diversité des opinions. Monsieur le Président,
le code électoral prévoit de réformer, entre autres, la Sénat. De réformer les conditions d'éligibilité en essayant d'harmoniser un certain nombre de règles pour les rendre cohérentes par rapport à d'autres dispositions législatives, notamment la charte des partis. Le gouvernement s'en félicite. Je voudrais donc en appeler à tous les députés. Je voudrais souhaiter qu'il y ait un vote massif en faveur de cette nouvelle loi qui dote notre pays d'un nouveau code électoral. La commission des lois de l'administration et des droits de l'homme est intervenue pour apporter quelques éclairages suite à ce débat général qui a suivi la présentation de son rapport. Les élections communales et locales sont contenues dans le texte, bien sûr, mais les débats n'ont pas encore eu lieu au niveau de la commission là-dessus. Nous reviendrons là-dessus certainement plus tard parce que le plus important tout de suite, c'est d'abord les débats sur les élections qui viennent tout de suite. Nous différerons peut-être les débats quant au fond sur les élections communales et locales. Il y a eu des choses qui ont été dites dans le débat, mais qui ne sont pas contenues dans le rapport que nous avons présenté. Il y a des débats anciens, des débats post-séminaires qui sont revenus dans le débat général ici, mais qui ne sont pas dans le tableau comparatif ni dans le rapport que nous avons soumis. C'est comme la question de la résidence sans interruption. Cette question a été totalement tranchée au niveau de la commission et ça a été réglé. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbeji, fera enfin le point du débat et invitera les députés à faire leurs observations par amendement. Pris note des préoccupations qui sont celles de la minorité. Et en écoutant la majorité, j'ai vu qu'elle est accessible à certains amendements, à certaines évolutions, de sorte que le texte qui sera en définitive voté sera un texte, sinon consensuel, en tout cas ce ne sera pas un texte d'affrontement d'un bloc contre l'autre. C'est le sentiment que j'ai en écoutant les uns les autres. Je suis persuadé donc que d'ici que nous passions au vote article par article, qu'il y aura effectivement des amendements qui seront déposés par les députés du bloc de la majorité qui permettront de rapprocher les points de vue. La démocratie, ce n'est pas l'unanimité, bien sûr. La démocratie, c'est la volonté de compromis. Et je pense que cet esprit de compromis habite déjà les uns et les autres. Je suis persuadé que nous voterons une bonne loi. La plénière se poursuivra sur l'examen article par article de cette disposition du Code électoral. Et nous restons à l'Assemblée nationale pour suivre les députés Guy Mitokpe et André Biaou Okulola sur les cautions pour les élections présidentielles et législatives. Le travail que le Parlement s'apprête à valider aujourd'hui au cours de cette 7e législature de notre ère de multipartisme et de démocratie est une injure, un affront, un attentat contre la sueur et le sang des pères fondateurs de notre démocratie. Les riches ne peuvent être plus candidats que les pauvres. Le caractère égalitaire de tous, à l'occasion de la mise en compétition des mandats de représentation politique, impose que l'argent ne soit pas de critères d'exclusion. Ainsi donc, la caution au présidentiel en France est de 0 €. Presque partout, les pays de démocratie moderne ne subordonnent plus la jouissance et l'exercice des droits de l'homme, des droits électoraux universels, du droit à des élections libres, égalitaires et véritablement concurrentielles, des droits politiques aux obstacles de l'argent. En subordonnant l'argent à tout, on transforme la République issue de la Conférence nationale de 1990 en République des casinos. Le code que nous voulons voter aujourd'hui, ce n'est pas un code qu'on veut créer. C'est un code qu'on a pratiqué pendant 5 ans et on veut apporter des amendements. C'est ça qu'il faut expliquer au peuple. Aujourd'hui, qu'on dise que vous qui êtes capable, que l'État fixe, donc la loi pour dire qu'on vous autorise à dépenser 30 millions pour être élu et qu'il faut garantir 3 millions pour ça, que ça soit un problème, moi je ne crois pas.
pour les élections présidentielles. Mais on autorise quelqu'un à dépenser 2,5 milliards. C'est un pauvre qui dépense 2,5 milliards. C'est un pauvre. Il finit de dépenser les 2,5 milliards, même s'il dépense 50 millions et il a 10%, l'État lui restitue quelque chose. Et avant, c'est ça qu'on ne dit pas au peuple. En votre cas, monsieur le président, c'était au bon vu donc du chef de l'État qui était là. C'est ça qu'on veut refuser maintenant. Que si un candidat a plus de 10%, il faut qu'on lui restitue 25%. Des 2,5 milliards, monsieur le président, je ne suis pas fort en mathématiques. Ça fait 750 millions de l'argent des contribuables qu'on va retourner à celui-là. Et on refuse que celui-là dépose 250 millions comme caution. On veut tromper qui? Toujours au Parlement, lors du débat général sur le code électoral, les députés ont évoqué la question de l'exclusion et des 15% à obtenir, j'y arrive, au plan national par les formations politiques. Là-dessus, vous suivrez respectivement Nourenou Achadé, Jean-Marie Alagbé, Naoum Bida et Gildas Agoncan. Ces propos vous sont recueillis par Amen Didier Onkwenouti et Romaric Devoshi. Des dispositions pour exclure la minorité, des dispositions pour exclure des personnes sans même aller aux élections. Et je crois que ce n'est pas du tout sain, ce n'est pas du tout démocratique. Et je me demande, qu'est-ce qui nous arrive? On s'entend pour mettre notre vie entre les mains d'un individu. S'il dit non, Achadé, tu ne vas pas aux élections, c'est que tu n'iras pas. En tant que député, c'est nous qui légiférons. Comment on peut s'entendre pour dire, nous là, prochainement, notre vie politique, nous la mettons dans les mains d'une personne. Et que c'est lui qui décidera si nous irons ou pas aux élections. Ça veut dire, si, pour mes dossiers de candidature, le directeur général des impôts se refuse, parce qu'il n'y a aucune disposition pour le contraindre à me donner mon quitus fiscal. Donc nous vous demandons, nous vous prions, monsieur le président, d'accepter, nous prions nos collègues BNP d'accepter qu'on retourne à l'ancienne formule, que ce ne soit pas par l'argent qu'on élimine. Si ce que les camarades viennent de dire, 200 millions, 250 millions, 15%. Président, ce qui se fait là, c'est un coup d'État que les gens montrent contre vous. Mon Dieu, c'est un coup d'État que les gens montrent contre vous. Louémé le plateau. Mais c'est 7%, bien 8% en plus. Et maintenant, on dit 15%. Il y a un si jamais vous acceptez ça, là, ça passe, c'est que ils ne veulent pas vous tuer, mais seulement ils veulent vous crucifier et crucifier votre parti. Je ne crois pas. Monsieur le Président, pendant la 6e législature, nous avons tenté de voter une loi ici pour enlever la grève aux magistrats. Nos noms ont été affichés dans tous les tribunaux du pays. Je fais partie, beaucoup de collègues font partie. Mais pour les élections de 2015, dans ces mêmes tribunaux, nous a délivré nos casiers judiciaires. On n'a pas eu de problème. Mais les gens nous ont fait peur, comme quoi on n'aurait pas nos papiers pour aller aux élections. On nous a délivré nos casiers judiciaires. C'est pour dire quoi, monsieur le président, il n'y a pas d'inquiétude. Nous essayons de construire une république exemplaire. Quel que soit le coup, nous devons fermer les yeux pour aller dans ce sens. Ce n'est pas pour aller contre quelqu'un. Personne ici ne peut se lever pour dire qu'il est pour une exclusion quelconque. Personne. Je demande donc à nous tous que le pays nous appartient. Le peuple nous regarde. N'intoxiquons pas. Disons au peuple la vérité. Restituons les vérités. Pour que chacun puisse se sentir à l'aise. Que les choses qui se sont passées hier ne soient pas oubliées. Je suis fier d'appartenir au BNP. Je suis fier d'apporter un soutien athlétique et bienveillant à l'action gouvernementale. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.